ba falalebe iragile ngirame forora. Deme baba ninga falalebe iragile ngirame forora. Imuti mirio wimede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Mesdames, Messieurs, quel plaisir d'être en votre compagnie ce jour. Merci pour l'honneur que vous faites à Manège du Savoir. Manège du Savoir, cette tribune qui donne l'opportunité aux Camerounais et Camerounaises de partager leur savoir-faire et qui accueille aujourd'hui un expert en travaux publics. La CRTV, au cœur de la nation, est encore honorée. Bonjour monsieur et bienvenue à Manège du Savoir. Bonjour madame, et je vous remercie de l'invitation que vous me faites pour cette interview sur votre plateau. Et comment vous allez? Je vais très bien, merci. Monsieur Azemo, présentez-vous un peu à notre public. Oh, je suis monsieur Bernard Azemo, j'ai 52 ans d'âge, je suis ingénieur en génie civil et je suis chef d'entreprise depuis plus de 25 ans. Et il se pourrait que quand vous vous promenez, il y a toujours une truelle, du ciment dans vos bagages. C'est comment ça? C'est ma vie. Je ne saurais vivre sans truelle, sans ciment. Je ne fais que ça depuis 25 ans et je le fais même plus par amour. Je ne saurais faire autre chose aujourd'hui que de me balader qu'avec une truelle et un ciment. Et c'est même pour ça que je me sens si bien quand je parle du béton, quoi. Oui. Voilà. Oui, nous y sommes, parlons du béton, parlons des travaux publics. Qu'est-ce qu'on met dans cet ensemble-là? C'est très compliqué, madame, parce que travaux publics veut dire, en réalité, c'est les routes, c'est le bâtiment et les routes. Oui. Cet ensemble est appelé travaux publics. Oui. Maintenant, il y a les travaux publics exécutés par l'État, il y a les travaux publics exécutés par les privés, et il y a nous-mêmes, vous et moi, qui construisons aussi des bâtiments. C'est cet ensemble qui est appelé travaux publics. Oui. Et vous excellez de quel côté? Vous êtes de quel côté? Je suis dans les bâtiments, dans les routes. Ah bon, oui. Je suis dans les deux. Prenons le cas des bâtiments, parce que nous parlions d'une truelle du ciment. Qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui dans les bâtiments? Il y a 2 à 3 ans de cela, depuis 2 à 3 ans, on se rend compte ou bien constate que les grands immeubles s'écroulent comme des châteaux de cartes. Qu'est-ce qui fait problème? Bon, il faut d'abord préciser que ces grands immeubles, c'est d'abord les bâtiments des privés. Oui. Et le problème qui se pose, c'est que les privés ne font pas confiance aux professionnels. Et nous pensons qu'il y a aussi un problème du relationnel. Les gens préfèrent donner leurs travaux à leurs frères. Et peut-être qu'ils sont de bonne foi, mais le problème, c'est que leurs frères aussi, quand ils leur donnent les moyens, même si au départ les devis sont corrects, dans l'exécution des travaux, au lieu de faire des 12, pour question d'économie, ils mettent de faire des 10. Mais ils sont complètement inconscients des conséquences que cela peut poser à long terme. Donc il y a aussi les problèmes de manque d'études. Les gens ne font pas appel aux professionnels pour qu'ils leur aident à faire des études préalables avant de construire un bâtiment. Quand vous avez un frère qui vous appelle, vous dit « Ah, Bernard, j'ai ma petite maison », mais quand vous lui dites « Allons voir le terrain », non, ça ne l'intéresse pas. Son problème, c'est qu'ils ne font pas la différence entre le dessinateur et l'architecte. Dites-nous un peu vraiment, saisissons le bal au bon. Il y a une grande différence? Si, un dessinateur, c'est quelqu'un qui est là pour tracer que des lignes et lui donner une forme. L'architecte, c'est un concepteur. Donc, un architecte, il est formé pour vous donner un produit de qualité avec cahier de charges à l'appui. Le dessinateur, c'est comme si moi, je vois une maison qui passe dans la télévision, je fais une photo, il vient vous donner, voilà un peu le dessinateur. Il ne fait que dessiner un plan. Mais un plan, c'est quoi? Est-ce qu'il est allé sur le terrain? Est-ce qu'il a fait des levées topographiques? Non. Malheureusement, on pense qu'avoir un plan en main, c'est déjà construire une maison. Non, c'est pas ça.
Il y a même l'étude du sol. Oui, comme je dis, il y a l'étude du sol. Il faut que les gens... Il faut aller demander une autorisation à la mairie pour venir construire le truc, pour que la mairie garantisse que, effectivement, la zone d'abord sur laquelle vous allez évoluer, vous êtes autorisé d'abord à construire. Malheureusement, c'est même pour ça que vous voyez les machetis partout. C'est la conséquence des constructions anarchiques. Mais il se pourrait qu'il y ait également un problème de formation qui se pose, ou de bonne formation. Oui, bien sûr. Vous savez que maintenant, nous envoyons nos enfants à l'école pour qu'ils aient fait de bonnes études. Mais seulement nos parents, nous qui envoyons, parce que moi aussi je suis un peu père d'enfants, quand nous envoyons nos enfants à l'école, nous voulons qu'ils aient des diplômes, mais quand il faut revenir travailler pour nous-mêmes, on a tendance à aller chercher les petits frères pour une question de coût, je ne sais pas pourquoi. Mais nous avons un sérieux problème, c'est que la qualité des ouvrages conçus au Cameroun, surtout dans le domaine privé, est vraiment de très mauvaise qualité. Uniquement parce que les gens ne font pas appel aux vrais professionnels, parce que normalement, quand on fait un plan, on doit l'envoyer dans un bureau d'études pour faire le calcul des centres des études de faisabilité. Et quand le gars a un coût, entre l'étude, par exemple, s'il fait l'étude de faisabilité pour envoyer à la banque, c'est une chose. Mais dès que le banquier lui donne l'argent, ce n'est plus l'entreprise qui avait marqué dessus pour faire réaliser les travaux qu'il appelle. Il appelle son frère au quartier pour essayer de minimiser. Et c'est tout ça qui pose que 2 ans, 5 ans après, les maisons tombent. C'est la conséquence de l'économie en réalité. Chacun veut faire un peu d'économie, maximum, ne pas trop dépenser, mais gagner gros. Et au bout de... C'est même pour ça que nous disons parfois que le moins cher est cher. Tout à fait. Voilà, parce qu'à force de vouloir trop économiser, on oublie que cette économie, à long terme, risque d'avoir des conséquences désastreuses. Oui, restons sur la formation. Dites-nous un peu comment ça se passe pour ces entrepreneurs, combien de temps, sur quoi doit-on mettre de l'accent? Vous savez, en fait, vous utilisez un mot qui est compliqué. Entrepreneur ne veut pas dire formation. Non. Tout le monde se réveille le matin, il devient entrepreneur. Quand on dit entrepreneur, c'est quelqu'un qui se lève, va créer une société. Et de par cette société-là, devient chef d'entreprise. En fait, c'est ça qui veut dire entrepreneur. Entrepreneur, on peut être entrepreneur de béton, on peut être entrepreneur même le commerçant est un entrepreneur. S'agissant du cas, disons, des constructeurs, des bâtisseurs de maisons, parce que nous sommes sur ce chantier-là. Nous sommes dans ces travaux pratiques et nous nous sommes axés d'abord, nous sommes axés vers le bâtiment. Parce qu'il y a quand même une formation au préalable. Oui, mais il n'y a pas une condition. Quand vous allez créer une entreprise de bâtiment, il n'y a pas des conditions à remplir de formation. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un dossier administratif correct. Mais ce n'est pas le fait d'être soi-même formé. Le plus important, c'est de reconnaître ses lacunes et de s'entourer de personnes compétentes pour vous aider à faire le travail. Vous pouvez avoir un peu de moyens, mais pensez vouloir faire les affaires. Même vous pouvez faire les affaires si vous ne pouvez pas déjà reconnaître que dans cette affaire que je suis en train de mettre mon pied à l'intérieur là, voilà mes défaillances personnelles. Quand vous reconnaissez déjà vos défaillances personnelles, vous recrutez du personnel qui ont des compétences que vous n'avez pas. Mais est-ce que c'est d'ailleurs judicieux d'être ignorant d'un domaine et s'y aventurer? Parce que vous pouvez également vous entourer des connaisseurs et qui vous mènent en bateau. Oui, mais quand vous voyez tous les dossiers d'appel d'offres, il n'est marqué nulle part que le gérant de la société doit forcément être ingénieur ou technicien supérieur ou technicien en ceci ou en cela. Ce n'est pas ça qui est important. Oui. L'important, c'est que, est-ce que cet entrepreneur est entouré des personnes, ressources, qualifiées pour l'aider à faire le travail. C'est ça qui est important. Oui. Et pour le moment, beaucoup de gens n'ont de personnel qualifié que sur le papier. Mais quand vous rentrez dans la société, il n'y a personne. Le jour où on est dans le marché, c'est ce jour-là qu'il va voir ses petits frères, ses amis au quartier pour créer un groupe de personnes pour l'aider à faire le travail. D'où, au départ, quand il parle de travail, il ne connaît même pas le coût. Oui. Quand on dit à quelqu'un que le marché est de 100 millions, mais il est content, il ne voit que les 100 millions. Mais il oublie qu'on ne lui a pas dit que c'est 100 millions pour mettre dans la poche. C'est 100 millions pour aller exécuter un travail
dans lequel il va faire des bénéfices. Mais parfois, s'il a fait de mauvais calculs, il ne peut même pas avoir de bénéfices. C'est ça. Et Ouais. conséquence, quand il parle avant le démarrage et qu'il se rend compte que le reste du travail, là, vraiment, ce n'est pas conforme à ce qu'il pensait, il tombe dans le songo et puis on n'en parle plus. Et il y a un autre fait qu'on constate quand on fait des tours un peu dans nos villes. On trouve beaucoup de chantiers non achevés. Qu'est-ce qui fait problème? Les gens ont démissionné, ceux qui sont des spécialistes dans ce domaine, ou c'est tout simplement parce qu'on n'a plus de maîtrise par rapport à cette chose-là qu'est la construction. Vous touchez le problème de fond. Ce problème qu'en amont, les entrepreneurs sont mal gérés, ou qu'on ne définit pas qui fait quoi, fait qu'on se retrouve généralement avec beaucoup d'entreprises qui n'ont d'existence que leur mallette. Ils n'ont pas de bureau, ils n'ont rien. Mais quand ils se baladent, ils ont une mallette dans laquelle il y a tout. Dossier administratif, généralement, il est correct. Comment ils font, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ces gars-là, d'abord, ce n'est pas eux qui font les études. Ils vont payer d'autres personnes pour faire ces études-là. Et comme ces personnes-là, eux aussi, s'en foutent. Son problème, c'est de faire l'étude et de percevoir son per diem. Mais le monsieur qui prend le marché et pour lequel on lui a attribué le marché, c'est le jour où il s'agit d'aller sur le terrain. Parfois, il n'a jamais été sur le site. Il n'a jamais visité le lieu sur lequel il va faire le travail. C'est le jour où on lui a donné le contrat et qu'on lui donne l'ordre de service que lui aussi, comme le délégué, comme tout le monde, se rend compte que c'est ça le travail là. Et il se bat dès qu'il a pris l'avance des démarrage. Comme il ne sait pas fini le travail, il est obligé d'abandonner. Vous imaginez que rien que les centres de santé abandonnés, il y en a je crois dans toutes les provinces, il y a 4 ou 5 sites qui sont abandonnés. Les petits travaux dans chaque ministère, surtout tous les travaux décentralisés dans les petits services, dans les régions. On a plein de problèmes comme ça. Parce qu'effectivement, ce qui a aussi accéléré la situation, c'était le gré à gré. Bon, madame, on est gentil, on a de bonnes relations. Moi, j'ai un petit travail de 50 millions. Je demande de donner le contrat à madame. Mais madame a quelle formation? Est-ce que le contrat qu'on lui donne là, elle ne sait même pas ce que c'est? Mieux, quand madame reprend le contrat, elle va revendre le même contrat à 15%. Et dès que vous donnez 15%, elle vous remet les trucs, elle est partie. Ce n'est plus son problème. C'est pour ça qu'on se retrouve avec plein de trucs inachevés, des budgets inachevés. Tout simplement parce que, effectivement, l'État n'a pas... En fait, c'est pas si l'État n'a pas pris les dispositions légales. Les dispositions légales, c'est l'interprétation de ces dispositions en réalité qui pose problème. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de disposition, mais c'est l'interprétation de ces dispositions qui pose problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est en train de passer à un nouveau système de budget-programme. Parce qu'effectivement, l'ancien budget, annuellement, on reconduisait les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Le même bâtiment a été programmé 5 ans. Et au bout de 5 ans, on ne voyait jamais le bâtiment. Et comment avez-vous apprécié ce budget-programme? Pour le moment, nous l'apprécions comme toutes les décisions que prend l'État. Mais nous estimons que ce budget-programme, qu'à la fin, tout ce qui a été énuméré va effectivement être exécuté. Et s'il ne l'est pas, qu'on sanctionne. Ça ne sert à rien de faire de budget-programme si, au bout, on ne peut pas tirer les conclusions et sanctionner les fautifs. Sinon, on va retomber dans la même situation des budgets annuels. Et je ne pense pas qu'avec la volonté du chef de l'État à vouloir réaliser les grands projets, que si on continue dans cette lancée-là, on n'y arrivera jamais. J'espère seulement que le gouvernement va effectivement s'atteler à ce que tout ce qui a été programmé, et nous aussi on compte beaucoup sur ce programme. On est en fin d'année. On est en fin d'année. Et quand nous avons lu le budget programme, on s'est dit que l'année prochaine sera nettement meilleure. Mais à condition qu'il y ait l'exécution, et ce qui nous intéresse, ce n'est pas le budget de fonctionnement, c'est le budget d'investissement. Les 900 milliards prévus pour l'investissement, qu'effectivement, qu'on les mette en place pour que nous, les PME, qui détenons même l'économie du pays, nous puissions avancer. Oui, et autre chose, c'est vrai, on a fait un peu état de cette formation-là, mais je souhaiterais qu'on approfondisse un point par rapport à la formation des jeunes qui font dans des travaux publics.
qu'est-ce qui compte plus, la théorie ou la pratique? D'abord, les deux. Pour bien faire la pratique, il faut avoir une bonne formation théorique. Mais normalement, dans le temps, les gars passaient pratiquement 1 an en stage dans les grandes structures. Malheureusement, ce n'est plus ça. Depuis un certain temps, je reçois des demandes de stage qui ne durent que 2 mois ou 3. Ce n'est pas suffisant. Un gars qui va être sortir ingénieur ou qui va avoir une licence professionnelle, 3 mois de stage, vraiment, c'est très insuffisant. Et l'autre problème, c'est que l'État n'a pas mis des structures en place pour encourager, parce qu'on a dit qu'il y a le Fonds national de l'emploi, mais tout ça ne remplit pas toutes les conditions pour que tous les jeunes-là puissent, dès la sortie d'école, avoir un premier emploi. Parce qu'en réalité, c'est après 3 ans à la sortie de l'école, après 3 ans qu'on peut se dire on est à la hauteur. Et l'autre problème aussi, c'est que est-ce que l'État a des entreprises structurées comme pour recevoir aussi ces jeunes-là? Tout n'est pas seulement de dire qu'il faut aller les former. Est-ce que les entreprises en place sont structurées pour donner la bonne formation pratique à ces jeunes? Si c'est pour prendre un gars qui vient rester dans un bureau, pour dire qu'il faut faire un bureau d'études. Mais bureau d'études, c'est quoi? Pour faire un appel d'offres de 25 millions, 50 millions? Non. C'est ça, c'est un ensemble, c'est un tout qu'on doit mettre en place. De bonnes écoles, de bonnes sociétés, de grandes sociétés, et que tous les projets structurants qu'on est en train de créer, normalement, l'État devrait imposer à ces entreprises de recevoir, soit pendant les vacances, soit pendant 6 mois, tous ces jeunes qui sortent de grandes écoles, pour qu'ils aillent toucher du doigt la pratique sur le terrain. Tout à fait. Et il n'y a que l'État, parce qu'on a beau dire les parents arrivent par relation. Bon, mais tous les parents n'ont pas la chance d'avoir un ami chef d'entreprise, un ami ceci pour placer son enfant. Mais si l'État en faisait une obligation pour tout le monde, à ce moment-là, oui. Parce qu'en réalité, dans le bureau, c'est le bureau d'études. Mais nous ne faisons pas, on n'a pas pour option principale bureau d'études. Oui. Nous sommes entreprise d'exécution. Mais exécuter veut dire quoi? Un jour, je demande à un gars, ok, venez, mais il vous envoie à l'ouest. Il me dit que non, je ne pars pas à l'ouest. Vous voulez que je fasse quoi, madame? Ce n'est pas moi qui va. Je lui dis que le seul travail pour tu veux apprendre, soit je suis prêt à t'accompagner, mais le chantier qu'on a exécuté est à l'ouest. Ah non, j'ai dit c'est au nord. Il me dit qu'il ne se déplace pas. Vous voulez que moi je fasse quoi? Je suis obligé de chercher un autre. Et c'est ça aussi le problème. On a même un autre, il y a d'autres qu'on a appelés pour faire le travail, pour les former. Ils disent que non, où c'est pas le bureau d'études, restez dans le bureau là, climatisé. Il ne vient pas. Il ne veut pas aller au chantier. Il y a tous ces problèmes-là autour. Il y a aussi un problème d'éducation, il y a aussi un problème de mentalité. Il y a aussi le fait que les enfants pensent que dès qu'on sort ingénieur, ça vous donne tous les droits. Mais l'élève doit se comprendre, ou l'étudiant doit comprendre que le fait qu'il sorte ingénieur ne veut rien dire à la limite. Parce que c'est sur le terrain qu'on fait la main. Oui, c'est sur le terrain qu'on fait la main. Et c'est pas seulement sur le terrain, c'est d'écouter ceux qui sont sur le terrain. Bien entendu. Oui, parce que de notre temps, quand nous on arrivait sur les chantiers et qu'on était tout jeunes, vous entrez dans le chantier, vous trouvez un gars qui a 30 ans, agent de maîtrise. Vous étiez d'ailleurs fier de l'accompagner, porter son seau, qui a le ciment, tenir sa truelle. Mais si vous ne le faites pas, ils ne vous forment pas. Puisque pour prendre une décision sur les chantiers, pour dire voilà ce qu'il faut faire, le gars, il faut que le soir tu l'accompagnes quelque part. Tu lui dis, grand frère, il y a une bière. Pour que demain matin, quand il arrive, il dit, bon petit, viens. Quand c'est comme ça, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. Mais si tu arrives, tu dis que bon, je suis ingénieur. Ok, le gars se dit, bon, va manger ton petit d'ingénieur. Et eux là, ils sont capables de vous faire quitter le chantier en moins de 2 semaines. Tellement on va se rendre compte que vous êtes tellement idiot que quand on vous demande de partir, vous n'en voudrez à personne. Vous ne pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Parce que vous arrivez, vous devez vous coucher. Tout jeune qui sort de l'école, qui est dans une société, doit se coucher. Doit demander aux aînés, je ne sais rien faire, apprenez-moi. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sort. Maintenant, s'il veut, déjà, parce que d'autres, quand ils sortent de l'école, ils demandent une voiture de service, ils demandent ceci, de prime de logement. Il dit, mais non, mon ami, tu ne m'as rien donné.
à part ton bout de papier là, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Par contre, un gars qui a déjà bac plus 5, ou qui a 5 ans d'ancienneté, 10 ans d'ancienneté, il a quelque chose à vendre. Et ça, quand il met ça sur la table, ça pèse lourd. Et nos jeunes doivent comprendre que c'est à force d'apprendre. Et puis, nous, quand on arrivait, on ne demandait même pas... quand on a commencé à travailler, on n'exigeait même pas une catégorie ou un salaire. On disait seulement, on veut apprendre. Et sur le terrain, vous démontrez de quoi vous êtes capable. Petit à petit, ça... Mais vous savez, quand vous êtes bon, il n'y a rien à faire. C'est tout le monde dit, non, le petit là, il a de l'avenir. Le petit là... Et on commence à se dire, mais tiens, si on donne un peu un coup de pouce, il peut avancer. Et c'est comme ça que vous grandissez. Et vous-même pouvez devenir même directeur technique d'une société où il y a 5 ans, quand vous entrez, personne ne savait d'où vous venez. Et c'est comme ça que moi j'ai évolué, doucement, doucement, mais en respectant les aînés. C'est capital. Tant que les jeunes ne peuvent pas comprendre que l'âge aussi, quand vous rentrez dans un milieu et que vous trouvez quelqu'un qui est plus âgé que vous, que d'un an seulement, respectez-le. Parce que pour une raison ou pour une autre, un jour de différence, ça a toute son importance capitale. Donc, oubliez les diplômes. Il faut que nos enfants apprennent à être humbles. Monsieur, vous êtes à bord de Manège du Savoir qui reçoit ce jour Bernard Azemo, un amoureux du ciment. Nous le disons comme ça. Monsieur Azemo, dites-nous, parlez-nous un peu de votre expérience. Qu'est-ce qui vous marque dans votre parcours? Qu'est-ce qui vous a le plus fait souffrir? Qu'est-ce qui a le plus fait que vous soyez heureux, que vous gardiez le cap? Parce que il y a toujours des petits secrets dans tout métier. Non, moi c'est simple. Hein. D'abord, c'est la simplicité. Et tu vous dis qu'il faut savoir allier la compétence à la simplicité. Et c'est très important quand quelqu'un veut faire du chemin. Il faut qu'il soit humble, qu'il soit respectueux des autres. Seulement aussi, à un moment, j'avais initié un projet pour que un certain nombre, dans le temps, il y avait un certain nombre de collègues qui avaient des sociétés et je pensais qu'on pouvait se mettre en groupe. Parce que l'autre problème que nous avons aussi parfois, c'est les problèmes de groupe. Malheureusement, c'est très compliqué. Les hommes d'affaires camerounais ont du mal à se mettre ensemble pour faire un travail. Un exemple simple. Quand je voulais construire, quand on a lancé l'appel d'offres pour la construction du restaurant universitaire de Tchang, j'ai convoqué tous mes collègues du département parce que j'ai dit, bon, nous sommes trop petits, nous sommes trop faibles. Si on ne se met pas en groupe, on ne peut pas avancer. On a fait une réunion et on leur a dit, OK, pour éviter qu'il y ait trop de dossiers, chacun de nous va s'acheter un dossier. Mais après, on va se retrouver tous pour monter un seul dossier en groupement. Tout le monde était d'accord, c'était parfait, il n'y avait aucun problème. Mais écoutez, j'ai été surpris que le jour où je viens, j'ai dit, bon, moi, on repartit les fonctions. J'ai dit, bon, moi, je suis ingénieur, je m'occupe de la partie technique. Moi, l'argent ne m'intéresse pas. Quelqu'un d'autre va s'occuper de... Tout le monde était d'accord, on avait reparti les charges. Vous savez ce qui m'est arrivé à la fin? Un matin, je suis là, j'attends tout le monde. Et on me dit, chacun a répondu le dossier. Non, personne ne m'a rien dit. C'est à la commission, on m'appelle pour dire, mais attends, monsieur Azemo, tous tes collègues ont envoyé chacun un dossier. Et vous? Il dit, mais moi, j'ai dit que tout ça, je ne peux pas le faire. Chacun allait acheter le dossier, a répondu, mais il ne m'a pas informé. Moi qui étais censé être président de la commission de ce groupement-là. Et là où il y a eu un vrai problème, il y a eu le vrai choc, c'est que 3 jours après, à la date limite, par exemple, on devait fermer les offres 3-4 jours après. Quelqu'un arrive dans mon bureau et vous savez qui c'était? Non. Le directeur technique de Bouygues Cameroun. Il me dit, monsieur Azemo, je sais que vous avez un dossier de tel appel d'offres.
donnez-le-moi. Je l'avais sur la table. Je sors, je lui donne, je dis la condition, c'est que je sois ton sous-traitant. 2 semaines après, il me rappelle pour me dire qu'il a eu le marché. Et je suis retrouvé tout seul en train d'exécuter ce travail. Dans tout le monde, je ne sais pas si vous voyez un peu l'esprit de la chose. Et moi, ça m'a marqué. Et c'est un problème récurrent. On n'arrive pas à se mettre ensemble pour faire des choses. Peut-être à cause du gain, que chacun veut gagner plus que l'autre. Oui, mais en réalité, qu'est-ce qu'on gagne à la limite? L'important n'est pas le gain. L'important, c'est qu'en permanence, nous devons travailler. La preuve de tout ce monde-là, je suis le seul survivant qui existe encore, qui est encore en activité. Je suis le seul. C'est justement pour vous dire que ces choses-là, et c'est comme ça que pas mal de choses dans mon entourage, j'ai pu évoluer. Et ça s'est bien passé. Et ce gars, jusqu'à aujourd'hui, a gardé de très bons souvenirs avec moi. S'il y a un truc quelque part, il m'appelle. Il me dit, monsieur Azemo, voilà. Et c'est comme ça mon travail. À part l'État, le reste de mes travaux, je les ai par relation, par un coup de fil, un ami, parce qu'on a fait du très, très bon travail ensemble. Il s'est dit, non, Azébert, reviens. Et nos jeunes doivent apprendre à être simples. Vraiment, j'ai dit, il n'y a rien d'autre. Hein. C'est pas là. Est-ce qu'on a écrit sur mon front que l'argent? Non. Non. Mais votre sourire là, madame, ça me fait du bonheur. Et je pense que c'est le plus important. C'est vrai, et ça donne... il n'y a pas de taxe sur le sourire, donc on peut le donner gratuitement. Voilà, c'est sur ce sourire que nous allons sortir de cet entretien, tout en vous demandant, est-ce que vous avez des vœux, un message à l'endroit du public, et pourquoi pas des autorités en cette nouvelle année? Bon, en toute politesse, d'abord, je souhaite tous mes voeux à ma femme et à mes enfants. Et je sais que pendant 1 an ou 2, on n'a pas eu beaucoup de travaux parce que, bon, il y avait le MIMPAT qui se mettait en place, il y avait un certain nombre de choses et que maintenant, tout est en place. Et nous pensons qu'en 2013, l'État va faire ce qu'il nous a promis, beaucoup de travail. Hein. L'État nous a dit en 2013, il y aura tellement de travail que c'est nous qui allons être dépassés. Nous espérons que pour une fois, ils tiendront parole et que nous allons travailler. Je vous remercie, madame. Et qu'ils vont tenir parole comme d'habitude. Monsieur Azemo, l'équipe de production de Manège du Savoir vous souhaite une heureuse année ainsi qu'à votre famille. Et nous le faisons également à l'endroit de tous nos fidèles et inconditionnels de Manège du Savoir. En fait, le public qui vous regarde la Star TV, qui est toujours au cœur de la nation. Bah, c'est moi qui vous remercie pour le temps que vous m'aviez accordé. Merci. Bonne journée, mesdames et messieurs.